tout candidat, normalement, a suffisamment de connaissances pour faire une bonne copie. La différence, ce sera comment il l'utilise et comment il les met en ordre de manière claire et hiérarchisée. Pour discriminer une bonne copie d'une mauvaise, c'est une copie dans laquelle les exemples sont contextualisés et dans lesquels on sent que le candidat ou la candidate a une bonne connaissance et un rapport familier avec cet exemple. Alors si le jury était ambitieux, moi je verrais bien un sujet sur... Salut Paolo. Salut. Salut Ruben. Salut. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler cette fois-ci d'histoire, puisque au-delà d'être deux brillants étudiants qui ont eu l'ENS, vous êtes aussi responsable Histoire 2025 et responsable Histoire 2026 chez Mission Prépa. Donc je vous laisse peut-être vous représenter mutuellement, peut-être toi Paolo, l'ancienneté. Très bien. Donc j'étais responsable Histoire l'année dernière. J'ai 22 ans. Je suis au département d'Histoire de l'ENS et là actuellement j'étudie les relations internationales à Assas et Paris 4. Ruben, à toi. Je m'appelle Ruben, je suis le responsable histoire de cette année pour Mission Prépa. J'ai 21 ans, je suis au département d'histoire de l'ENS également et je suis aussi engagé dans le double diplôme avec HEC. Ok, bon, de très très beaux CV. Peut-être revenir d'un point de vue un peu plus académique sur les notes que vous avez pu avoir en histoire au concours, déjà aux écrits notamment, Paolo. Ouais. Alors j'étais en spé histoire, donc en Cagne. En histoire tronc commun, j'ai eu 17 à l'écrit et 14 à l'oral. Et en spé, j'ai eu 16,5 à l'écrit et 17 à l'oral. Solide. Et toi, Ruben? Alors moi, il y en a plus puisque j'ai passé le concours 2 fois, donc 2 fois plus de notes. À l'écrit, la première année, j'ai eu 18 et 19 la deuxième année pour le tronc commun. Et à l'oral, la première année, j'avais eu 14 et la deuxième, 15. Voilà. Solide. Bon, de très très beaux parcours, donc deux passionnés d'histoire. Je vous propose dans cette vidéo qu'on puisse accompagner un peu les étudiants, notamment pour les dernières révisions, sur ce qui fait selon vous une bonne copie d'histoire. Donc au vu de votre palmarès, je pense que c'est légitime que vous puissiez donner votre avis. Donc peut-être commencer d'un point de vue méthodologie. Selon vous, qu'est-ce qui fait une bonne copie en histoire, Paolo? Selon toi, est-ce que c'est une question de forme, de fond, un peu des deux? Alors évidemment, la réponse c'est un peu des deux. La forme est très importante dans la mesure où on peut avoir toutes les connaissances du monde. Si la copie n'est pas structurée, si la copie n'est pas raisonnée et n'est pas bien pensée, justement, il faut vraiment voir ça comme une sorte de machine bien huilée. Ça n'emmène nulle part. Donc une bonne copie, c'est une copie qui est bien problématisée, bien introduite. Donc il faut vraiment passer beaucoup de temps à l'introduction, au brouillon, pour identifier tous les acteurs, toutes les méthodes employées par ces différents acteurs dans le cadre du sujet, les raisons, les phénomènes historiques, les tendances longues, ou voilà, toutes ces choses-là qui sous-tendent d'un sujet, bien définir le sujet évidemment. Et au niveau de la forme, je pense que l'écueil principal auquel se heurtent de nombreux élèves est celui du récit. C'est-à-dire qu'une copie d'histoire ne raconte pas la période. Un sujet d'histoire n'est pas le prétexte pour étaler des connaissances sur une période donnée. Il s'agit de problématiser un aspect de la période, parce que normalement, le candidat connaît la période très bien, c'est le prérequis, il doit maîtriser... On espère pour lui. Ouais, c'est clair. Il doit maîtriser l'événementiel, mais cet événementiel ne suffit pas. Il faut après aller sélectionner, hiérarchiser ses connaissances, ces événements historiques, pour leur donner un sens dans une démonstration. Il s'agit, attention, pas d'idéologiser l'histoire ou les copies, mais de prendre un parti dans le sens où on va choisir une direction donnée pour la copie, on va aller dans un certain sens. On va donc, si la copie porte, je sais pas, pour prendre l'exemple du concours que j'ai passé, si l'épreuve porte sur les violences durant les mouvements contestataires, on va parler uniquement des mouvements contestataires dans ce qui comporte de violent. On ne va pas étaler notre culture sur les mouvements contestataires en général, sur tel mouvement pacifique qui a eu lieu. Non, parce que ce serait du hors-sujet. Et le hors-sujet, même si c'est des connaissances intéressantes, n'est jamais le bienvenu en histoire. Donc il faut vraiment bien apprendre à hiérarchiser, sélectionner. Et si je peux, en un mot commençant, tout candidat, normalement, a suffisamment de connaissances pour faire une bonne copie. La différence, ce sera comment il l'utilise et comment il les met en ordre de manière claire et hiérarchisée.
Ouais, c'est vrai qu'on voit souvent aussi des étudiants qui, par peur de passer à côté du sujet, préfèrent tout mettre dedans de façon à se dire bon, bah, au moins il y aura quelque chose là-dedans qui répondra au sujet. Je sais pas si tu es d'accord avec ce qu'a pu dire Paolo, Ruben. Ah oui, est-ce je qu'il y a vais d'autres totalement dans le sens de Paolo. Néanmoins, je rajouterais aussi un élément qui me semble assez important quand on parle des exemples, peut-être même deux. Le premier, c'est qu'un exemple doit être contextualisé. Une copie avec des bons exemples ne suffit pas. Il faut que ces exemples soient réinscrits dans leur contexte et dans leurs enjeux avant d'être développés ou étalés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et ça se prépare en amont, c'est sur la familiarité qu'on peut développer avec certains exemples et sur leur précision. Une date n'est pas toujours un exemple. Un exemple peut être quelque chose de beaucoup plus précis et être extrait, par exemple, de lectures qu'on a faites, d'un article ou d'un manuel, et donc être plus étayé que ce qu'on peut trouver, par exemple, dans un cours. Donc ça, c'est deux critères qui me semblent quand même indispensables aussi pour discriminer une bonne copie d'une mauvaise. C'est une copie dans lesquelles les exemples sont contextualisés et dans lesquels on sent que le candidat ou la candidate a une bonne connaissance et un rapport familier avec cet exemple. Ok, je vais revenir sur ce que tu as dit, ça m'a intrigué. Tu parlais d'un gros travail en amont. Donc selon toi, c'est plus que de l'apprentissage pur et dur, il y a aussi un travail de mise en forme peut-être au niveau de ce que l'on apprend. Oui, il ne faut pas ingérer les connaissances pêle-mêle. Il s'agit bien sûr, dès le début de l'année, de s'organiser peut-être en termes de thèmes, en termes de chronologie, pour créer des fiches qui puissent servir le jour du concours à mettre en ordre en fait les connaissances et à hiérarchiser, comme le disait Paolo. Ok, bah justement pour revenir par rapport à ça, vous avez tous les deux été responsables histoire chez Mission Prépa, vous avez tous les deux eu l'occasion de faire des fiches pour les étudiants. Selon vous, comment on peut procéder pour faire de bonnes fiches en histoire? Est-ce qu'il faut forcément aller dans le détail, quitte à avoir un peu le diable dans les détails? Est-ce qu'au contraire, il vaut mieux avoir une compréhension globale de la période? À votre avis, est-ce que c'est un mélange des deux? Ouais. On va avoir ta réponse, Paolo. C'est toujours un peu délicat, surtout quand on est dans le bain en prépa, parce qu'on a tendance à faire des fiches sur des choses absolument absurdes, de précision, et qui ne seront jamais utiles. Mais voilà, c'est toujours un peu l'écueil. Avec le recul, il faut des détails, parce qu'une fiche juste thématique, enfin, sans exemple, sans détail, ça ne sert pas à grand-chose. L'idée de la fiche, c'est que vous puissiez y revenir quand vous avez besoin, quitte à chercher un seul point, mais si vous avez besoin de ce point, a fortiori, si c'est un point de détail, vous pouvez le trouver facilement. Il ne s'agit pas... La fiche doit être, et c'est toute la difficulté, à la fois très synthétique, parce qu'il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps, mais très approfondie. C'est ça la difficulté en histoire quand on fait des fiches, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient compréhensibles et accessibles tout en restant... c'est pas c'est pas une sorte de simplification de l'histoire ou d'un thème donné. Il faut réussir à aller à l'essentiel. Donc, à la limite, c'est plutôt les concepts qu'on va synthétiser. Et après, dans les exemples, il faut être très, très précis, parce qu'on ne peut pas synthétiser un exemple. En histoire, c'est pas possible. Il faut toujours mobiliser avec le plus grand détail, comme l'a dit Ruben, contextualiser non seulement dans la période, toujours, c'est jamais sorti de son contexte historique, et contextualiser dans le sujet. C'est-à-dire que il faut expliquer pourquoi tel exemple est pertinent pour votre sujet. Si l'exemple n'a pas de valeur d'autorité, on ne peut pas utiliser un argument d'autorité et il s'est passé ça, donc c'est bon, il faut l'expliquer. Et si possible, c'est pas toujours le cas, c'est pas forcément nécessaire, si possible, étayer ça avec des références historiographiques. Ok, parfait. Ruben, peut-être un point à compléter là-dessus? Oui, pour une bonne fiche, il faut qu'elle soit analytique, c'est sûr. Et moi, je conseille, pourquoi pas, de commencer ces fiches par des définitions, justement, de concepts, pour avoir une idée claire. Et c'est aussi très utile, d'ailleurs, le jour du concours ou au moment d'une dissertation, d'avoir ces définitions en tête. Donc une fiche qui se concentre sur les concepts et sur les axes aussi. Dans quel axe est-ce que je peux réinscrire tel ou tel exemple, avec l'idée que je pourrais ensuite le réinscrire dans telle ou telle dissertation et dans telle ou telle grande partie ou sous-partie. Je pense que c'est nécessaire. Ok, et donc là, du coup, à quelques semaines des concours, est-ce que vous conseillez plutôt aux étudiants d'apprendre encore et d'approfondir leurs cours? Est-ce que vous leur conseillez plutôt de s'exercer sur des sujets de dissertation pour approfondir un peu leurs connaissances, voir s'ils sont capables de répondre à tout? Peut-être Ruben, c'est toi? Là, on est un peu dans une période d'entre-deux. Il n'est pas trop tard pour continuer à apprendre son cours, l'essentiel étant de bien le maîtriser. Par contre, à quelques semaines du concours, ce sera plus le temps de faire ce genre de révision. Il s'agira plutôt de réfléchir de manière thématique, de faire le tour de ce qu'on connaît et éventuellement d'aller chercher une ou deux références qu'on n'avait pas pu approfondir par le passé. Mais je pense que l'apprentissage doit quand même s'arrêter assez tôt et le cours doit être maîtrisé le plus rapidement possible.
Ok, pas mal. Je suis assez d'accord. Après, dans les faits, c'est toujours un peu difficile quand on doit bosser 6 matières. Donc, c'est normal que les candidats et candidates continuent j'espère pas apprendre leur cours, mais à le relire aussi pour se rassurer, pour toutes sortes de raisons. Le cours ne suffit pas. Enfin, ça dépend des cours, mais de manière générale, le cours ne suffit pas. On attend de vous un petit peu plus, des choses plus précises qui ne seront pas forcément dans un cours. En revanche, normalement, si votre cours est correctement structuré, il devrait vous donner la base conceptuelle nécessaire à une bonne copie. Après, ce sera le petit plus qui sera nécessaire de votre part. Je ne suis pas sûr que faire des sujets à ce stade-là soit très utile, parce que dans tous les cas, les sujets se ressemblent. Quand on commence à être habitué à un thème, un sujet, enfin un programme, on peut visualiser assez facilement les différents sujets sans qu'il y ait besoin de les faire vraiment concrètement. D'autant que les sujets de la BEL sont généralement relativement généraux, donc ça ne va pas être quelque chose d'extrêmement pointu. Ce qui est plus intéressant, c'est, comme l'a dit Ruben, de s'entraîner thématiquement à restituer dans un cadre thématique donné les connaissances qu'on a. Évidemment, il faut consolider ces connaissances, faire relire les fiches, relire le cours, mais ensuite s'entraîner à penser dans tel thème, comment est-ce que je pourrais tourner, pas forcément sous la forme d'un sujet, mais juste essayer de cartographier le programme de manière plus thématique et conceptuelle. Ok, bon là-dessus je te fais clairement confiance. Il y a un an, tu avais trouvé le sujet qui était tombé à la BEL en histoire, donc... Vous êtes en prépa L, vous souhaitez être accompagné par Mission Prépa jusqu'aux portes de l'ENS. Rendez-vous en description pour en savoir plus sur nos programmes, cours particuliers, prépa digital annuel. On vous accompagne avec des profs qui sont actuellement à l'ENS ou alors des profs agrégés de prépa. N'hésitez pas et retrouvez-nous sur notre site internet. Là-dessus, j'ai l'impression quand même que les sujets d'histoire sont assez, assez généraux, comme tu disais juste avant. C'est pas des sujets particulièrement originaux, donc il vaut mieux avoir une bonne connaissance quand même du thème. C'est ça, je dirais que la discrimination au concours n'est pas faite sur le sujet comme ça peut l'être à l'oral, parce que à l'oral on peut avoir des sujets simples entre guillemets et des sujets extrêmement savants. La discrimination est faite dans la manière dont est appréhendé le sujet entre les milliers de candidats et la manière dont sont mobilisées les connaissances et dont elles sont structurées. Donc le sujet est à mon avis exprès assez large pour que ça laisse une marge d'interprétation assez grande et que tout le monde puisse le faire en quelque sorte, mais en même temps que tout le monde ne le fera pas aussi bien, et c'est là que ce sera discriminant. Alors qu'avec un sujet très pointu, on aura la moitié des copies qui seront blanches hors sujet, et ça évalue pas véritablement la capacité des différents candidats de produire une réflexion historique. Ok. Ruben, par rapport à ça ? Oui, je pense que les sujets, effectivement, sont pensés pour que tout le monde puisse les traiter, mais que dès l'introduction, on puisse faire la différence entre une copie qui réfléchit et une copie qui récite ou qui raconte la période. Et donc, c'est vraiment à ce niveau-là, la plupart du temps, que la différence se joue. Donc, si j'avais un conseil à donner aux étudiants qui vont passer le concours prochainement, prenez du temps au brouillon, prenez du temps pour l'introduction, faites une vraie cartographie du sujet, de tous ses enjeux, de tous ses acteurs, et être maximaliste à ce moment-là du travail de dissertation. De toute façon, c'est utile aussi pour la suite, et c'est pas du tout une perte de temps. Donc, moi, je recommande à mes élèves de faire des introductions, sinon les plus longues possibles, du moins assez longues, puisque c'est là que se construit toute la réflexion et qu'on voit une bonne copie seulement. Oui, et puis surtout, c'est ce qui bosse quand même la base de la problématisation et donc par la suite, même de la ligne directrice de la copie. Hein. Pour un ordre de grandeur, parce que c'est ce qui intéresse souvent les élèves, si on attend, disons qu'à la BEL, on attend une vingtaine de pages, un peu moins, mais les copies sont un petit peu plus petites, donc une vingtaine de pages. Je pense qu'il faut au moins 2 pages et demie d'introduction. Entre 2 pages et une copie double, quoi. Ouais, au moins 2 et demi, je dirais, d'introduction, et je dirais plus autour au moins 3. Enfin, après, ça dépend des affinités. Si des gens sont très synthétiques, mais c'est assez rare. Donc, je dirais entre 2 et 4 pages, effectivement, ce serait le minimum pour une bonne introduction. 1 page, évidemment, c'est pas possible. 6 pages, c'est beaucoup trop. Donc, il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas que votre intro devienne une première partie. Il ne faut pas que ce soit un résumé de votre copie non plus.
mais il faut vraiment poser toutes les bases. Et ça, c'est un conseil que je donnais beaucoup à mes élèves l'année dernière. Il ne faut pas que vous sortiez des choses de votre chapeau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mentionné un truc en introduction, et je ne parle pas de connaissances, parce que les connaissances, vous n'avez pas les mentionner en introduction, mais si, vous ne pouvez pas me faire sortir un phénomène structurant qui va être déterminant dans votre partie si vous ne l'avez pas mentionné en introduction, si vous n'avez pas posé les bases conceptuelles. Il faut que l'introduction, en quelque sorte, jette les jalons de la copie et qu'on sache où on va avant de lire la première partie. Ouais, en gros, l'introduction sert de ligne directrice vraiment à la copie. Absolument. Et inversement, on ne va pas mentionner des choses en introduction qu'on n'aura pas le temps de développer par la suite, puisque pour le correcteur, c'est très frustrant. Oui. Donc il ne faut pas faire ça non plus. Ok, ouais, Il faut donc c'est développer tout ce qu'on évoque en introduction, mais rien de plus. un juste équilibre à trouver. Et par rapport à ça, il me semble que Paolo, tu faisais aussi un peu ça. Mentionner par moment autre chose que de l'histoire. Il me semble que par exemple, tu utilisais de temps en temps des romans en clin d'œil un peu pour comprendre aussi Oui. comment ça se répercutait dans la littérature. Oui, d'autant que le thème sur lequel j'ai enseigné était très, disons, propice à ça, parce que c'était les étrangers, les exilés. Donc évidemment, il y a les exilés en France, il y a une littérature à la fois scientifique sur le phénomène migratoire, mais aussi justement de la part d'exilés. Paris a été la capitale artistique, une capitale, si ce n'est la capitale artistique, des exilés proscrits de toute l'Europe pendant très longtemps. Donc effectivement, ça aide toujours de situer, de mettre déjà des noms et des œuvres sur le phénomène de l'immigration, de l'exil. Mais ça fait toujours bien dans une copie, non seulement parce que ça montre que vous avez là une culture qui est attendue d'un candidat à l'ENS, mais aussi parce que ça aère un peu, ça permet de donner un petit peu un second souffle exactement à la copie. Et c'est toujours, si c'est bien fait, c'est toujours agréable pour le jury de voir que la personne qui écrit est capable de se sortir du cadre strictement historique et de faire des liens. Parce que c'est un concours pluridisciplinaire avant tout. C'est le maître mot de l'ENS, la pluridisciplinarité. Donc être capable de faire des liens comme ça, pas juste pour faire joli. Il ne s'agit pas de dire juste, tiens, Émile Zola, dans Germinal, parle des immigrés polonais dans les mines. Il s'agit de montrer en quoi Zola s'inscrit dans un certain courant politique, par exemple, qui concerne les exilés. Donc, ce que ça montre la société française à cette époque-là, il faut l'utiliser à bon escient, mais c'est toujours un gros plus. Ok. Et toi, Ruben, pour le coup, tu as un thème qui est plus actuel. Le sujet de cette année, il est particulièrement propice justement à l'ouverture à d'autres sciences sociales, à de l'histoire culturelle, à de l'histoire économique, à des sciences politiques, évidemment, puisqu'on parle des États. Donc, toutes ces références et toutes ces réflexions importées depuis d'autres disciplines que l'histoire transnationale à proprement dite sont les bienvenues. Et pour revenir là-dessus, du coup, on a souvent des questions en ce moment par rapport à l'actualité forcément qui se passe au Moyen-Orient. On voit que les bornes chronologiques vont de 1920 à 2011, c'est volontaire. Est-ce que selon toi, ça peut être utile de suivre l'actualité quand même ? Est-ce que ça peut être utile en copie ? Ou à ton avis, il vaut mieux éviter peut-être de faire référence à l'actualité ? Alors c'est toujours utile de suivre l'actualité de manière générale, ne serait-ce que pour pouvoir réfléchir à l'incidence de ce qu'on a étudié sur le monde actuel. Pour la culture générale de tout un chacun, c'est très important. En revanche, dans le cadre de l'exercice dissertatoire pour l'ENS en histoire, je déconseillerais de parler de l'actualité trop brûlante. À la limite d'événements datant d'1 ou 2 ans pour servir d'accroche ou d'ouverture, lesquels ont été bien sûr documentés et avec soit des sources, soit des références à l'appui. Mais il faut éviter à la fois le journalisme, le commentaire trop actuel, et bien sûr aussi de s'engager dans des sujets controversés. Donc je recommanderais d'être quand même assez prudent avec l'actualité et la façon dont on en parle. Ok, et juste pour revenir là-dessus, on voit quand même que les bornes vont jusqu'à 2011. C'est très rare quand même d'avoir des bornes qui arrivent au XXIe siècle. À votre avis, y compris Paolo, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'aller de 1920 à 2011 ? Est-ce qu'il y a particulièrement quelque chose à avoir en tête selon vous ? Alors, tout d'abord, par rapport à ce qui a été dit sur l'actualité, je suis complètement d'accord avec Ruben. Et même, je serais même un peu plus conservateur. C'est-à-dire que 1 ou 2 ans, pour moi, c'est encore un peu jeune. Parce que, en gros, pourquoi est-ce qu'on proscrit l'actualité dans les copies académiques ? Parce que c'est des choses qui soulèvent des passions et qui ne sont pas consensuelles. L'histoire est rarement consensuelle aussi, mais là, c'est des passions qui sont encore vives. Et donc, il ne faut absolument pas s'engager dans ce genre de débat.
l'historienne a vocation, dans ce genre de concours, à atteindre la neutralité scientifique, l'objectivité scientifique. Donc, il faut absolument se passer de toute référence à l'actualité, d'autant que ça n'apporte rien en général à la copie. En général, on retrouve des références à l'actualité dans les ouvertures, mais bon, c'est pas très, ça ne fera pas la différence sur la copie. Donc, il faut s'en passer. Suivre l'actualité, c'est toujours bien, mais il ne faut pas trop tomber dans la lecture rétrospective, donc attention à ça. Il ne faut pas le dire, votre programme, en fonction de l'actualité, dire que c'était sûr dès 1920 que les États-Unis allaient bombarder l'Iran. Non. Donc attention à ça. En ce qui concerne les bornes, 2011, je pense que c'est un choix assez ambitieux de la part du jury, qui effectivement prend le recul de seulement une quinzaine d'années, ce qui n'est pas très habituel, mais qui commence à être suffisamment, disons, distant pour avoir une lecture historique et pas seulement journalistique. Mais effectivement, avec les événements du printemps arabe qui ont marqué une véritable rupture, qui sont considérés comme le 4e grand mouvement de démocratisation du monde, qui a échoué, mais qui est le 4e grand mouvement après, voilà, les mouvements en Europe, la décolonisation, la chute du mur, enfin la chute de l'URSS, c'est considéré comme ce grand mouvement-là. Donc ça appartient aussi, en quelque sorte, à la longue histoire du XXe siècle, d'une certaine manière, dont on s'est séparé aussi de nos jours. Et donc, à mon avis, c'est ça aussi qui a motivé ce choix. Ok. Et toi, Ruben? Oui, c'est aussi un choix largement justifié d'un point de vue historiographique, dans la mesure où 2011 met l'accent aussi sur la place des peuples, justement, dans toute cette histoire de la construction des États, et à replacer aussi l'acteur populaire dans ces sciences politiques qui avaient tendance à analyser ou bien la superstructure ou bien des organisations. Donc, d'un point de vue historiographique, moi, ça me semble justifié que cette borne de 2011. Ok. Et donc, pour revenir un peu dans l'actualité concours, vous avez tous les deux un peu de recul sur les concours. Est-ce que vous auriez peut-être une piste à évoquer, peut-être pour les étudiants qui aimeraient réviser un sujet particulièrement? Donc évidemment, on sait que c'est spéculatif, c'est vraiment un thème parmi tant d'autres. Mais Ruben, est-ce que tu aurais peut-être un thème qui te semble particulièrement intéressant à revoir? Alors, si le jury était ambitieux, moi je verrais bien un sujet sur les frontières dans la construction des États au Moyen-Orient, pour la simple raison que ça reste à la fois bien sûr dans le thème très général, mais aussi que ça insiste sur l'aspect très géographique qu'a notre programme cette année, et permet de mobiliser plein de choses, que ce soit les conflits, les représentations, les circulations. Donc un sujet comme celui-ci me paraîtrait à la fois assez réaliste et pourtant assez discriminant aussi pour pouvoir permettre à chacun de s'exprimer. Ok. Et toi? Moi, j'ai 2 idées. J'ai pas vraiment étudié le sujet comme Ruben. C'est en amateur que je dis ça, mais peut-être les limites du concept d'État-nation quand appliqué au Moyen-Orient, en lien avec la religion, le phénomène religieux, ethno-religieux qui peut pas être sous-estimé dans la région. Et là, c'est, disons, mon côté relations internationales qui parle, mais peut-être l'intervention des puissances extérieures à la région dans la construction des États du Moyen-Orient. Et ça, ce serait très en lien avec l'actualité, donc peut-être que... Mais vu que les sujets ont déjà été choisis, je pense, depuis un moment, c'est possible que ce soit au programme. Donc. Ok. Et un sujet que j'avais donné à mes élèves au début de l'année, j'en ai même donné 2, c'était les États-Unis et le Moyen-Orient, et l'Europe et le Moyen-Orient. Ouais. Et ça me paraît aussi être très pertinent au vu de l'actualité, ça pourrait être tout aussi intéressant. Ouais. Ok, hyper intéressant. C'est des beaux sujets, en tout cas, ça donne matière à réfléchir, ça c'est sûr. En tout cas, juste pour terminer, sachant que les étudiants vont rentrer quasiment en concours, est-ce que vous auriez un dernier mot, peut-être Ruben, pour commencer, pour les étudiants? D'essayer de ne pas se précipiter sur cette période de révision, de l'aborder sereinement et de ne pas non plus s'acharner sur les cours quand la dernière heure aura sonné. Voilà, donc rester le plus calme possible et surtout faire l'état de ses connaissances. Ok, parfait. Oui, moi c'est un peu dans la même idée, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout savoir, c'est impossible, mais il ne faut pas avoir l'ambition de tout savoir, il faut être à la fois conscient de ses forces et de ses faiblesses, savoir quels sont vos atouts, essayer de combler le plus possible vos lacunes, sans pour autant en perdre la santé. C'est important de prendre du temps aussi pour soi. Quelques jours avant les concours, arrêtez tout. Pendant les concours, ne travaillez pas. Donc c'est vraiment des conseils très pragmatiques, mais il faut pas trop travailler. Voilà, c'est difficile à entendre, mais il faut pas trop travailler non plus. Il faut être
suffisamment confiant, même si parfois c'est quitte à se mystifier soi-même, mais savoir que normalement, si vous êtes là, vous avez assez de connaissances pour faire du bon travail et que la différence, ce ne sera pas la fiche que vous ferez en plus à 3 heures du matin et que voilà, c'est bien une question de réflexion et d'utilisation des connaissances que vous avez avant tout. Oui. Ce ne sera pas la fiche, mais ce sera le sommeil plutôt, C'est ça. alors que vous avez eu la veille de l'épreuve. Donc Exactement. pensez à dormir, à manger et à vous hydrater. C'est ça, et avoir l'esprit léger au moment Voilà. du concours. En tout cas, merci beaucoup Ruben, merci beaucoup Paolo. Merci à toi. Ça me fait super plaisir de vous voir. Et en tout cas, on souhaite évidemment beaucoup de courage aux étudiants pour leurs épreuves. Bon courage. Bon courage à tous.